6h, 9h. Oh, sacré matin. Le soleil se lève dans le transistor. Merci. Alors, Serge Espoir Matomba, je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du PURS, vous êtes le candidat justement de ce parti politique à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Vous avez été investi par le PURS, c'était le 5 avril dernier à Yaoundé au cours du 3e congrès national. Non, là-bas au moins, il y a le congrès. 3e congrès national. On était au téléphone avec Hervé Emmanuel Com, mais je sentais comme si... il y avait des éléments nouveaux que vous pourriez apporter également. Même si on évoque aujourd'hui le cas Onana, l'affaire, bon, quand je dis Onana, pas le footballeur, il a dit tout à l'heure qu'il y a un Onana qui est plus célèbre. Bon, toujours pour dire que lorsqu'on évoque ce cas, c'est vrai que l'affaire est pendante au tribunal, on ne commente pas généralement, mais toujours est-il, ça fait l'actualité puisque c'est le RDPC, le parti majoritaire qui gouverne avec le président Paul Biya. Est-ce que des actualités comme celles qu'on a évoquées tout à l'heure, que ce soit cette mobilisation interdite à Maroua organisée par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, que ce soit des dignitaires du Grand Nord qui réclament le changement, d'ailleurs hier sur RFI on écoutait encore l'un d'eux tonner très fort, cette lettre du ministre Angouin qui déclare ne pas être disposé à travailler avec le ministre Lé. Est-ce que, et si l'opposition était à l'intérieur même du RDPC? Écoutez, c'est la cuisine interne du RDPC. Vous savez que malheureusement, c'est un des partis pour lesquels les adhérents, si vous voulez, ne connaissent pas l'idéologie. Ils adhèrent pour certains par protection de leurs intérêts, pour d'autres pour suivre les frères de famille, pour d'autres encore pour exister sur la scène. Donc je ne vais pas commenter ce qui se passe dans la cuisine interne d'un parti fût-il RDPC. Sauf que j'ai retenu quelque chose qui m'a un peu fait rire des propos d'Hervé Emmanuel Com lorsqu'il annonçait que le RDPC a pratiquement 4 millions d'habitants, d'adhérents, de militants. J'ai voulu lui dire qu'il doit faire très attention parce que s'ils ont 4 millions de militants et qu'ils n'ont pas 2 millions de votants, il y a un problème au sein de leur formation politique. Mais là encore, je ne vais pas commenter, c'est juste pour lui dire que je crois qu'eux-mêmes, ils deviennent impopulaires dans leur propre parti. Donc, pour ne pas entrer dans ce qui se passerait entre des militants en interne, vraiment, je préfère me réserver. Mais l'évidence est là. Le manque d'idéologie crée manque d'habilitation du citoyen militant. Et vous allez donc avoir tout dans le parti. Les conséquences sont là. C'est pour cette raison que vous voyez le RDPC comme le parti, comme le gouvernement, si vous voulez, c'est plus ou moins le même fonctionnement. C'est-à-dire que on va avoir des dissensions ci et là. Ceci ne dit pas que nous-mêmes, dans les partis de l'opposition, nous n'avons pas des militants qui, quelquefois, sortent de la route, comme on peut le dire. Mais il y a que, aujourd'hui, Marie-Flore, je crois que le RDPC a démontré ses limites. Lorsque j'écoute les gens dire c'est le parti le plus fort, non, il n'a jamais été fort, il n'a jamais été dans l'opposition. C'est le parti qui est arrivé au pouvoir par les moyens que nous connaissons, c'est pas par une élection. C'est un parti-État? C'est un parti-État, c'est pas un parti qui est allé à une élection et a remporté des élections pour se retrouver au pouvoir. Non. Il a utilisé les moyens de l'État pour se maintenir au pouvoir depuis plus de 40 ans, et parce que beaucoup plus, parce qu'il faut partir du principe selon lequel l'UNC qui a été transformé en RDPC était déjà au pouvoir. Donc on parle là de plus de 60 ans. Donc il s'agit pour nous aujourd'hui de présenter une offre alternative, c'est d'ailleurs ce que nous faisons, pour démontrer aux Camerounais que cette offre qui nous a conduit depuis plus de 60 ans n'a jamais été une offre bénéfique pour le Cameroun. C'était une offre qui répondait à un système
de gouvernance qui n'avait même pas été pensé par ceux qui défendent aujourd'hui ce parti-là. Ce que nous qualifions de joulatiste, c'est-à-dire que une offre qui avait été pensée par ceux, entre parenthèses, qui nous ont colonisés, même si dans un langage simpliste, on va dire que nous n'avons jamais été colonisés, nous avons été sous tutelle, mais il faut dire que cette offre n'a jamais été une solution. C'était une offre pour servir le Cameroun, pour servir les intérêts des autres, pour rendre l'économie du Cameroun dépendante, pour rendre les Camerounais dépendants. Et aujourd'hui, est-ce que les Camerounais, dans leur immense majorité, sont prêts à continuer avec cette offre? La réponse est non. La preuve, vous pouvez voir tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou dans la diaspora, vous comprendriez que les Camerounais ne veulent plus de cette offre, si nous allons l'appeler ainsi, si c'en était même une. Donc, ne veulent plus, n'est-ce pas, continuer dans ce qui nous a desservi depuis plus de 60 ans. Serge Espoir Matomba, vous avez été investi, on le rappelait déjà, c'était le 5 avril dernier, par votre parti comme candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Pour porter quel projet politique? Alors, il faut savoir que au-delà du projet qu'on porte, du projet camerounais pour, comme nous l'avons dit, debout pour une souveraineté, il y a des missions qui m'ont été confiées, n'est-ce pas, au sein de notre formation politique pour le Cameroun. La première, c'est l'union, l'unité. On a estimé, et ce qui est d'ailleurs vérifiable, que le Cameroun est très loin d'être, ou alors les Camerounais sont très loin d'être des citoyens unis, du nord à l'ouest, de l'ouest à l'est, si vous voulez. Et il y a l'identité, la deuxième mission. Il faut, n'est-ce pas, doter le Cameroun d'une identité. Au-delà de nos identités, de nos appartenances ethniques, il y a une identité supranationale qui manque encore au Cameroun. Et cela, c'est une des missions. Et la troisième, donc, c'est la souveraineté. Vous savez, il a toujours été dit que le Cameroun est un pays indépendant, mais quand on regarde le fonctionnement structurel, institutionnel et même constitutionnel de notre pays, on se rend compte que le Cameroun est très loin d'être un pays véritablement indépendant et souverain. Donc ces missions m'ont été confiées par les camarades pour amener le Cameroun à pouvoir devenir non seulement un pays dans lequel les citoyens sont unis, mais les citoyens se définissent par une véritable identité et une souveraineté pour qu'enfin chaque Camerounais puisse avoir un toit où dormir, 3 repas par jour, la santé, la sécurité et la santé assurée. Mais tout ça passe par des réformes. Ça veut dire qu'il y aura des réformes à tous les niveaux? Non, ça veut dire qu'il y aura une refondation du Cameroun. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit tantôt, le Cameroun a hérité d'un système qui n'a pas été pensé par lui. Si je prends tout simplement la loi fondamentale, lorsque vous la lisez, du premier au dernier article, vous vous rendez compte que il y a bizarrement des gens qui ont écrit quelque chose et qui ont dit à certains Camerounais, signez là comme quoi c'est vous qui l'avez écrite. Mais ce qui est curieux, c'est que quand vous prenez les constitutions de plusieurs autres pays francophones, vous vous rendez compte qu'elles sont semblables. Vous vous dites, attention, les 2 ou 3 Camerounais qu'on a dit qui ont écrit la constitution, ils se sont retrouvés en même temps dans d'autres pays francophones et ont aussi écrit les constitutions de ces pays-là. Donc vous vous rendez compte tout de suite, là, à partir de ce moment que non, ce n'est pas les Camerounais proprement dit, encore que, il ne faudrait pas oublier, l'État du Cameroun a été créé en 1957 par un décret français. Ce n'est pas les Cameroun qui créent l'État du Cameroun. Donc, vous vous rendez compte que sur le plan constitutionnel, d'abord, on a un problème. Donc, les refondations que nous pensons faire doivent figurer dans la loi fondamentale qu'est la Constitution. C'est pour cette raison que c'est le premier chantier que nous avons. Parce que nous ne venons pas pour nous inscrire dans la continuité de ce qui a toujours été fait, essayer de reformer dans ce qui a toujours existé. Non, nous venons pour refonder, d'où la nécessité de commencer à la base.
Moussa Njoya, le PUR se met en avant les questions sociales, économiques, de justice également, mais surtout la recherche même de l'identité du Cameroun. Ce discours, selon vous, trouve-t-il écho aujourd'hui dans l'opinion publique? Tout d'abord en disant bonjour à vos millions d'auditeurs, je voulais dire que c'est un discours général et générique qu'on entend partout. C'est pas valable seulement pour le Cameroun, mais c'est valable partout. Je vous rappelle que même la France, en 2007, quand Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, crée un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Donc, l'identité est une quête permanente. Il y a une question sur l'identité américaine aujourd'hui, un problème sur l'identité espagnole, vous connaissez le problème basque et consorts. Il y a même un problème de l'identité arabe. Ce qui se passe, nous pensons que le peuple arabe est fixe. Je me dis, c'est une question générique et générale qui, ma foi, excusez-moi, ne fait montre d'aucune originalité. Mais à côté de ça, il faut dire que jusqu'ici, on n'a pas eu un programme quand même qui s'appuie. Non, je veux dire que c'est une question qui ne me semble pas être une contradiction fondamentale, mais qui rentre même plutôt dans le cadre des nationalismes, qui est très différent du patriotisme. Et Dieu sait si le nationalisme est quelque chose d'assez dangereux. Vous voyez un peu. Quand on parle d'identité nationale, c'est un peu Tchodorov qui avait écrit un livre fabuleux que j'ai beaucoup aimé, Les barbares et nous. Parce qu'il essayait de démontrer que chaque peuple a un croisé de chemin, essaie de trouver ses barbares et essaie de créer un entre-soi. Et Pierre Guillemot dit, la violence ne naît pas de la différence, contrairement à ce que Huntington disait, mais elle naît de la ressemblance. Parce que c'est à partir du moment où le juif ressemble tellement à l'allemand dit de souche, qu'on commence à se poser la question que qui est juif, qui est allemand dans une situation de crise, et ça dégénère comme ça dégénère. Regardez le débat aujourd'hui sur l'autochtonie. On va vous dire que qui sont les vrais gens de Konsamba, les vrais gens de Douala, etc. Les questions identitaires sont des questions assez délétères et assez inflammables dans la vie des peuples. Par contre, il y a une question de patriotisme. Vous avez des gens qui peuvent même être des personnes issues de l'immigration, qui sont essentiellement, qui sont plus patriotes, qui aiment même leur pays. On a fait l'histoire de France, par exemple, quand Nicolas Sarkozy a fait cette affaire d'identité nationale, mais il a constaté que tous ceux qui ont mené la France vers des... Le français même d'abord n'est pas français, parce que le français est une langue importée d'Allemagne. C'est l'outre-Rhin. Les Francs, ce n'étaient pas des Gaulois. Ce sont les gens d'outre-Rhin qui sont venus. Et dans le français, vous avez plus de mots d'origine arabe que d'origine gauloise. Donc on lui a dit ça, que ton affaire là, c'est une incongruité, l'identité nationale. Mais ce qui est davantage plus intéressant, c'est le patriotisme, l'attachement au territoire, aux hommes qui y vivent et aux biens qui sont produits sur ces territoires-là. Et c'est ça l'enjeu. Parce que vous avez des Camerounais dits de souche qui n'aiment pas leur pays. Dès qu'ils ont un peu d'argent, au lieu de goudronner la route, vont s'acheter des Prado et aller en vacances à Paris. Ça, c'est la première chose. Et moi, je pensais on pouvait partir de là plutôt pour poser la question de l'amour de la patrie. C'est qu'on pourrait appeler l'affectio societatis. Qu'est-ce qui met à mal ce sentiment d'appartenance entre les Camerounais aujourd'hui et le Cameroun? Et comment refaire ces liens en recréant des liens? C'est ça le plus important. Et on devrait s'interroger que qu'est-ce qui peut justifier qu'un ministre en fonction, pour que tous les ministres en fonction se battent pour avoir une nationalité de refuge dans la poche, les DG, etc. On va dire que les autres diasporas, c'est l'immigration économique, mais qu'est-ce qui peut faire qu'un ambassadeur en fonction, un ministre, un DG, puisse avoir un passeport de refuge dans sa poche qui est américain, qui est français, qui est anglais, etc. C'est une question fondamentale qu'on devrait poser, au lieu, à mon humble avis, de poser la question de l'identité nationale. Mais moi, d'autres choses qui m'intéressent, si vous permettez une seconde. Lorsqu'on parle, en plus de cela, de l'unité et de souveraineté, c'est le deuxième pan de ce que je disais aujourd'hui. À quel moment on situe la souveraineté dans un monde totalement imbriqué? Je prends un cas simple.
Il est totalement impossible pour le Cameroun de penser un véritable développement sans penser un lien fort avec le Nigeria. C'est-à-dire, tout développement au Cameroun passe forcément par une intégration optimale, économique optimale avec le Nigeria, avec qui nous partageons 1200 km de frontières. Le Nigeria est aujourd'hui un marché de 220 millions d'habitants. Ils ont besoin de tomates, de bananes. Vous avez vu une influenceuse qui a publié qu'elle a acheté 5 bananes à 6 000, non? Oui. Elle s'en plaignait. Mais voilà un marché, les Camerounais dorment. Comment on fait pour ne pas exploiter? Comment est-ce que ce soit l'inverse qui se produise, que c'est Dangote qui vient vendre le ciment au Cameroun, au lieu que ce soit le Cameroun, petit pays, un peu comme vous avez vu Taïwan, à côté des mastodontes, la Chine et consorts, au lieu que ce soit le Cameroun qui produise pour vendre au Nigeria. Et autant de choses, les pièces détachées, etc. Nous avons des secteurs de l'économie que nous avons totalement abandonnés aux Nigérians, dans le Cameroun, etc. Et la troisième chose, pour terminer là-dessus, c'est celle de l'unité. Lorsque vous brandissez la question de l'identité, on y revient. Il faut aller au bout de la logique. C'est pour ça que moi je dis que les Camerounais sont d'extrême droite. Parce que quand vous voyez la loi, monsieur les concours, on dit l'équilibre régional. Nous vantons qu'on a nos cousins qui sont dans l'armée américaine, l'armée française, ils ont fait l'INA de Paris, ils sont comme mon frère Pierre de Gaëtan Jikam qui a été maire adjoint à Bordeaux, adjoint de Juppé, etc. Mais entre-temps, nous créons un système législatif et réglementaire qui limite la participation ou élimine de la participation à la fonction publique, aux institutions publiques, aux Camerounais qui seraient issus de l'immigration par exemple. Moi j'ai des amis nigérians, on parle toujours du Nigeria, originaires à Oussa, qui sont arrivés au Cameroun, ou Nigériens, qui sont arrivés à la briqueterie en 1934, 1948, 1956. Ils ne connaissent pas d'autres pays à part le Cameroun. Mais ces gars-là, tant que on va chercher à voir quelle est son identité fondamentale, on va nous commencer les procès à la gabonaise où un monsieur qui s'appelle Jean Ping, avec un visage chinois, dit que Ali Bongo, il est plus gabonais que Ali Bongo. Vous voyez un peu le ridicule. Mais de l'autre côté, Serge Espoir Matomba, les points évoqués par Moussa Njoya, certainement sont des points qui figurent dans votre programme. Non, vous savez, quand j'ai écouté Moussa Njoya, je me suis mis à rire. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Du tout. Quand il convoque Nicolas Sarkozy qui vient, qui crée un ministère de l'identité, et puis ce n'est pas, on ne parle pas de la même identité. La France a une identité nationale. La nôtre, c'est laquelle? C'est celle-là que vous souhaitez. Écoutez, la nôtre, c'est laquelle? Comment vous définissez le Camerounais? Est-ce le Camerounais? Le Camerounais est un, si vous voulez, en dehors de nos appartenances, j'ai bien précisé, ethnique, quelle est l'identité supra-camerounaise? Nous ne pouvons pas la définir aujourd'hui. Et il s'agit de cela. Je vais peut-être rappeler à Moussa Njoya le concept de nation, qui veut tout simplement dire que la nation, c'est un territoire et une langue nationale. Il a convoqué le français ici en France. Les Français ne parlaient pas français. Dans le temps, c'est François Ier qui choisit le français pour en faire une langue officielle en France, qui fait partie d'une identité française. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ça rentre dans l'identité française. Les conflits séparatistes, basques et autres que nous pouvons constater ne relèvent pas forcément de l'identité supra de ces pays-là. Au Cameroun aujourd'hui, vous avez des Camerounais qui se revendiquent d'être des Camerounais francophones et anglophones. C'est-à-dire que pour un pays, on a deux types de profils de citoyens. D'autres qui disent, je suis anglophone, je suis francophone. Madame Amassana, quand nous parlons d'unité, c'est beaucoup plus profond. Aujourd'hui, vous avez sur la table des relents tribalistes qui se posent du fait de l'appartenance à des ethnies. Avec des discours de haine. Pourquoi? Comment sommes-nous arrivés là? Parce qu'en amont, on n'a pas travaillé sur une identité nationale. Parce qu'en amont,
On n'a pas travaillé sur une union véritable des Camerounais. Et nous le disons, au lendemain de notre prise de pouvoir, dans ce pays, il n'y aura plus de Camerounais anglophones ni francophones. Voilà. Il y aura un seul Camerounais. Parce qu'en réalité, il faut le dire, le Cameroun n'a pas commencé en 1914 ou alors après 1914. Ce n'est pas là que l'histoire du Cameroun commence à l'arrivée des Français et des Anglais. Mais avant cela, est-ce que le Cameroun n'existait pas? Et il existait en tant que quoi? Comment? C'était un territoire. Mais, Alors, oui. je veux poursuivre, Oui, je vous en prie. Marie-Flore. Pour dire que quand on va dans la souveraineté, votre souveraineté ne vous empêche pas de coopérer avec les nations. Votre souveraineté vous donne des leviers de prise de décision qui vous obligent à imposer le type de coopération que vous voulez avoir avec des pays. Même si ces pays sont frontaliers, comme le Nigeria. Mais votre souveraineté vous impose cela. C'est à vous de dire, je vais coopérer avec le Nigeria, avec le Gabon, avec la Chine, avec la Guinée équatoriale, mais à ces conditions. Parce que là, c'est nous qui décidons. Est-ce que ce projet est différent de ce que vous avez porté en 2018? Qu'est-ce que vous améliorez? Il n'est pas totalement différent, mais il est actualisé. Il Par faut le rapport dire au ainsi. contexte. Il est actualisé, non pas seulement par rapport au contexte, parce qu'il faut le noter, depuis 2018, nous parlons de refondation. Marie-Flore, lorsque vous regardez notre logo, le logo de notre parti politique, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Depuis 15 ans qu'il existe, vous verrez que le logo n'a pas changé. Et dans le logo, vous verrez une main à l'intérieur du Cameroun qui réécrit les contours du Cameroun. Pourquoi nous l'avons pensé ainsi depuis 15 ans? Parce que pour nous, nous avions constaté amèrement que le Cameroun n'est pas ce pays qui a été pensé par les Camerounais pour le Cameroun. Donc nous sommes dans un système de choses qui voudraient que nous débattons, des choses qui ne valent pas la peine. Au lieu de nous définir d'abord en tant que nation, et au lieu de nous regarder en tant que frères. Quand nous disons, Marie-Flore, que l'adoption d'une langue nationale est une obligation pour nous, qui deviendra une langue officielle, c'est-à-dire le français et l'anglais seront relégués à un autre plan. Quand nous le disons, ce n'est pas trop faire de dire que non, nous ne pouvons pas aller vers cela. Non. Ce que nous ne voulons plus, c'est ce qui a toujours servi à nous diviser. Nous appartenons à des ethnies qui ne disparaîtront pas parce que nous allons adopter une langue nationale. Il faudra que ce soit clair. Depuis 1957, pour mémoire, les combattants de la libération du Cameroun, les Oumniobé, envisageaient adopter le Foufoudé comme langue nationale pour le Cameroun. Je parle de 1957. Vous pouvez consulter les archives. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire comment est-ce que nous nous définissons. La France, il a convoqué la France, Moussa Ndjia, dont je reviens dessus. La France, c'est un pays qui parle français. Le nom France vient du français. François Ier est celui qui a choisi cette langue-là, qui n'était pas la langue la plus parlée en France. C'était une des langues, puisqu'il y en a plusieurs. Le Portugal parle portugais, l'Italie, l'italien et bien d'autres. Le Cameroun parle quoi? Nous avons... Donc, je voudrais dire par là que lorsque nous creusons et que nous nous rendons compte que notre problème n'est pas traité parce que nous avons refusé de le traiter, il est important d'apporter des solutions et non de patauger, de nager dans un système qui nous a desservis et qui tue le pays. Et à ce moment... Marie-Flore, nous ne nous rendons même pas compte à quel niveau nos mentalités ont été corrompues dans ce système.
Nous réfléchissons en fonction de ce système. Parce que nous refusons d'aller au-delà. Parce que nous croyons que quand nous proposons ou nous apportons un projet, des gens vont nous dire, c'est pas nouveau, on l'a déjà entendu. Est-ce que c'est parce qu'on l'a déjà entendu qu'on ne devrait pas le reposer sur la table? Écoutez, et puis il y a que entendre un mot n'est forcément pas défini comme celui qui porte le mot. Il faut le comprendre et il faut que ce soit clair. Donc, je voudrais dire, et pour préciser, pour sortir, que ce que nous disons, c'est qu'au Cameroun, nous n'aurons plus deux types de Camerounais. Un Camerounais anglophone ou un Camerounais francophone, nous aurons tout simplement un Camerounais. La deuxième chose, c'est que nous adopterons une langue nationale, qui sera la langue administrative, la langue officielle, qui sera parlée partout, du nord-ouest au sud-ouest, de l'est à l'ouest, dans toutes les régions. La troisième chose, c'est que notre souveraineté passera forcément par plusieurs facteurs. La souveraineté économique, la souveraineté éducative et bien d'autres choses. Je vais m'arrêter là pour Et ça sera pendant quel temps? Est-ce que vous avez déterminé le timing? Écoutez, nous l'avons dit au lendemain de notre prise de pouvoir, nous avons un premier chantier, la réécriture de la Constitution. Donc, et dans cette Constitution figurera bien évidemment les grandes lignes. Il ne faut pas croire. L'adoption d'une langue nationale, on n'a pas besoin de 6 mois pour ça. Non, il ne faut pas croire. 6 mois, on l'a vu dans d'autres pays. On n'a pas besoin de 6 mois. Au Rwanda notamment. Non, merci. Il y a Moussa Ndoya qui veut réagir, mais juste le temps de la publicité et on revient. Sacré matin. Bon bagaille. For safe travel, with the support of MTN, the Ministry of Transport recommends traveling on buses equipped with Iman travel cameras. Need more information? Call 8098. Vision Canada Immigration. Vous rêvez de vivre et de réussir au Canada? Vision Canada Immigration est la clé de votre avenir. Vision Canada Immigration est officiellement agréée par le gouvernement canadien sous le numéro R42 1847. Vision Canada Immigration. Présente dans plus de 17 pays et dans plus de 30 villes, nous sommes la plus grande agence d'immigration canadienne présente en Afrique. Nous sommes votre partenaire de confiance pour un projet d'immigration réussi. Avec des bureaux à Yaoundé, Carrefour Bastos, entrée pharmacie, nous répondons au 674 012 779. Vision Canada Immigration. Douala, Feu Rouge Bessenguet, immeuble Mupessi, contactez-nous au 674 252 370 et à Bafoussam, Marché B, immeuble Atlantique Assurance, nous répondons au 656 031 701. Notre équipe experte est toujours disponible, vous accompagne à chaque étape du processus d'immigration. Parce que votre avenir mérite d'être entre des mains professionnelles et agréées, faites confiance à une agence de référence et de performance crédible et expérimentée. Vision Canada Immigration, Vision Canada Immigration. là où vos rêves canadiens prennent vie. On our continent, we know ourselves. Everyone has something they like doing with their connection. There are those who prefer downloading heavy files in a click. Then, those who are really influencers on social media, they always have something to share. There are those gaming champions who make the best world records from the comfort of their homes. And those who will always show up their food at the restaurant. Not forgetting those who spend hours listening to latest Moa hits. And for all that, they choose Orange's Super 4G network with its winning bundles. That is why we've been here for 25 years. Me and all the teams working all over the country. Orange is here. Les plus belles voix du Cameroun. Ce vendredi 25 avril 2025 à 20h précise. Les plus belles voix du Cameroun. Avec Caresse Otso, Moukala le français, Sisol. Les plus belles voix du Cameroun. Un lieu, salle, falaise, Diamond, Bonanjo. Réservation 690 93 96 33. Les plus belles voix du Cameroun et nous serons tous là.
Hey, here's a question for you. What gets you out of bed in the morning? Is it the sunrise? The sound of your alarm? No, it's that dream, that drive, that unstoppable force inside you. And you know what fuels that drive? It's starting your day strong with the rich, creamy taste of Nescafe 3-in-1, carefully crafted from selected coffee beans. So, whatever your hustle, go from maybe or I can't to I can and I will. Nescafe 3-in-1. Start strong, finish strong. This advert is FDA approved. Sanlam et Allianz unissent leurs forces pour créer Sanlam Alliance, le plus grand assureur d'Afrique qui allie les meilleures pratiques mondiales et l'expertise locale pour vous permettre de vivre en toute confiance. Parce que nous croyons qu'ensemble, la confiance est doublée. Nous libérons doublement le potentiel de votre entreprise. Ensemble, nous construisons un avenir 2 fois plus sûr pour votre famille. Avec plus de 238 années d'expérience combinée, Sanlam Alliance s'engage à renforcer la confiance en Afrique, en le Cameroun, en vous et en nous. Rejoignez notre avancée. Rendez-vous sur cm.sanlamalliance.com. 6h, 9h. Oh, sacré matin. Sacré matin. Le soleil se lève dans le transistor. Serge Espoir, Matomba, Moussa Njoya, Charles Douglas Ndemba, Emmanuel Koko, Ibrahim Danassabe à la mise en onde. Je pense que la question était tournée vers Moussa Njoya. Alors, lorsque Serge Espoir, Matomba évoque certains aspects liés à notre identité, on sait que toutes les puissances mondiales reposent sur des nations, des identités claires, sans ce préalable-là. D'ailleurs, nous renseigne Mohamed Sangou, sans ce préalable, aucune politique pertinente ne pourra être implémentée au Cameroun. Oui, moi j'aime bien. Vous savez ce qui est bien avec les formules valises, telles que la souveraineté, l'identité, la nationalité, tout ça là. C'est que c'est très séducteur. Mais les questions de langue et tout ça là. La Suisse est un pays prospère, n'est-ce pas? Oui. Très prospère. Les gens aiment bien y aller en vacances. Vous avez vos amis, les sœurs, les Suissesses. La Suisse parle quelle langue? En Suisse, vous avez des Suisses italiens, des Suisses germaniques et des Suisses francophones. Vous avez entendu qu'il y a un problème là-bas. En fait, vous avez des petites passerelles un peu paresseuses intellectuellement comme ça là, où on va cristalliser l'attention et toute l'énergie nécessaire sur des choses qui sont essentiellement passagères parce que la langue, elle évolue. C'est comme la question de la langue nationale et de l'identité. Je vais vous dire, les Camerounais ont déjà une identité, les Camerounais se connaissent. Quand vous arrivez dans un aéroport, il y a 2000 gars. Vous voyez un Camerounais, sans eux, c'est un Camerounais. Que ce soit par l'accent, sa manière de faire, sa manière de parler. Vous parlez de langue. Les Camerounais ont une ou deux langues nationales par laquelle tout le monde se reconnaît. Prendre une langue pour vous l'imposer, c'est laquelle, Moussa Njoya, dites-moi. Quand un gars en Allemagne, à Berlin, te dit que Tara c'est Ao. Tu sais que ça c'est un mal Camerounais. Hein? Quand un gars te dit que Moula, qu'on parle chop les beignets, on ne parle ça dans aucun pays autre monde à part le Cameroun. Cette langue-là demande. Mais Moussa, il faut saluer le génie. Il faut saluer le génie des Camerounais qui, par manque d'identité, ont essayé de créer quelque chose. Est-ce que je peux il faut saluer ça. Est-ce que je peux c'est pour vous dire que vous allez justement dans le sens où nous allons. Non, je vais pas dans votre sens. En vous disant que vous dis pas. le manque de langue. Non, je ayons la politesse. Laissez-moi terminer. Le manque. Laissez-moi il faut saluer dans le génie de ceux qui ont pensé qu'il fallait quelque chose qu'il n'y a pas. Allez-y, Moussa Njoya. Je vous répète encore que c'est une démarche assez paresseuse parce que les Camerounais, l'identité ne se forge pas en un temps. Elle se construit du fait des échanges et de la permanence des échanges entre des peuples qui étaient des micronations et qui, à un moment donné, travaillent de manière assez homéopathique et ethnométhodologique pour se bâtir une identité propre. Donc, je le disais tantôt, l'histoire d'aller prendre le Foufoubé, qui n'est pas seulement parlé au Cameroun, qui est parlé de l'Afrique australe jusqu'au Maghreb.
ça n'a aucune originalité. Et ça va créer d'autres problèmes parce que les autres vont dire que pourquoi on a choisi le Foufoudé. Là, c'était la proposition faite entre autres par l'UPC. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous me laissez terminer pour une Non, c'était juste. Non, j'ai suivi. Voilà. Vous me représentez quelque chose que j'ai suivi. Non, allez-y. Je vous dis maintenant que vous prenez le Bafia, le Fang, le Bamoun, etc., il se posera une question de pourquoi tel. Et la justification, ça crée des replis qu'on le veut ou pas. Or, les Camerounais, ce qu'on appelle le français qui est devenu, parce que le français qui est la conjugaison du franc et du bas latin que les gens ont commencé à parler, et c'est au XVIIIe siècle qu'on commence à imposer, après la Révolution française même, l'enseignement du français dans les écoles. Et c'est Napoléon même qui essaie de cristalliser maintenant. Et c'est pour ça qu'il crée l'Académie française. Je viens au deuxième pan. Le camfranglais comme le pidgin English, qui est parlé de tout le monde, ne demande qu'à être normalisé. Quand un gars parle mal le franc-anglais, tu connais que ça c'est un faux camfranglais. Nous on connaît le vrai, l'authentique. Et on peut créer l'académie de cette langue-là. Ou bien mettre des gens, des linguistes, juste pour la normaliser. Parce que c'est une langue, nous reconnaissons là-dedans, de Djoum à Kousseri. Quand vous parlez le pidgin, ou que vous vous trouvez là, tu sais que ça c'est le Mboku, ça c'est un Camerounais. L'identité elle est là. On enfonce les portes ouvertes par paresse intellectuelle. Mais elles doivent être codifiées. Elles doivent être codifiées. C'est pour cela que Napoléon, comme je le dis tantôt, avait créé l'Académie française qui continue jusqu'aujourd'hui à codifier le français, à intégrer les mots nouveaux, à réformer la conjugaison, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, les questions de langue, etc., on enfonce des portes ouvertes. La question de l'identité, comme je l'ai dit tantôt, on enfonce des portes ouvertes. La troisième chose, puisqu'on parle du tribalisme, mais le tribalisme, c'est juste la conséquence de la paresse idéologique et programmatique des hommes politiques. Il y a toujours une identité qu'on peut mobiliser pour combattre l'autre. On peut dire que non, on va combattre les gens sur la base des religions. Vous allez faire quoi? Vous allez conduire tout le monde à la même religion. Après, on va dire qu'on combat les gens sur la taille. Quand on prenait le génocide au Rwanda, parlons-en. Entre les Hutus et les Tutsis, il n'y a pratiquement aucune différence. Et parler le Kinyarwandais. Mais on a créé une histoire de... Il y a les gens qui ont les longues oreilles, les autres sont ceci et cela. Et on a commencé à tuer les gens. 800 000 morts en un mois. Pour revenir au Rwanda, dire que créer une langue nationale, moi je suis toujours très, très frappé par l'optimisme des Camerounais et les parallèles assez forcés. Ce qui s'est passé au Rwanda, ce n'est pas ça. Il faut creuser bien l'affaire. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est que vous avez une bonne partie des Tutsis, les Kagame, qui après le génocide du début des années 60 au début de l'indépendance, ont fui, sont allés s'installer en Angola, en Ouganda. Ils ont fréquenté, Kagame travaillait même dans l'armée ougandaise. Ils ont essentiellement fait leur scolarité. Ils ont été éduqués dans le système anglo-saxon. C'est fait que lorsqu'il y a génocide et qu'il remplace le régime de président Abiyarimana et que le RPR s'installe au pouvoir, tous les cadres du RPR qui devaient travailler dans la bureaucratie étaient des anglophones. Ils ne connaissaient pas un mot de français. C'est comme ça là qu'ils décident alors de faire de l'anglais la langue nationale. Ce n'est pas qu'ils ont pris 6 mois pour apprendre l'anglais. Faux. C'est parce qu'ils étaient des anglophones de souche et qu'ils ne pouvaient pas apprendre le français et ils ne pouvaient pas gérer l'administration. Ils décident alors de parler en anglais. Et qui les met au pouvoir? Qui les met au pouvoir? C'est Bill Clinton qui les met au pouvoir. Les États-Unis. Avec Museveni. Parce que après la chute du mur de Berlin, les États-Unis décident de chasser la France des Grands Lacs et de s'approprier du fait des questions des minerais. S'il vous plaît, permettez-moi, c'est très essentiel ce que je dis. Alors, dans ce cadre-là, vous avez des gens qui étaient des anglophones, qui sont arrivés au pouvoir, ils ont remplacé des francophones, et ils ont décidé de faire du pays un pays anglophone à marche forcée. Aujourd'hui, vous avez 80% des Hutus qui sont justement en exil, en RDC, partout dans le monde. Certains sont à Yaoundé, vendent leur marché à Cassia quand vous discutez avec eux. C'est pour cela qu'il faut éviter des propositions assez faciles. Et tout, c'est un peu comme cette histoire de monnaie où chacun la tire de son côté et se la joue un peu très facilement et tout et tout. Donc pour dire que on en vient à la question de religion.
oui, vous avez un nouveau mouvement là, le kémitisme. Les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez, un gars, il n'a pas lu une introduction de Cheikh Anta Diop, il vous raconte des choses qu'il ne connaît pas du tout. Parce que, vous savez, les livres en égyptologie, ça commence à 1200 pages. Hein, et on ne se lève pas un matin comme ça là pour les aborder. Mais vous avez des aventuriers comme ça, ils vont vous dire non, c'est la question de la religion, c'est machin, truc et tout et tout. C'est panafricanisme exotérique là, etc. Qui est même un problème qui n'a jamais été même très fondamental pour Cheikh lui-même. Mais tout le monde s'enfonce là-dedans pour vous dire quoi? Pour dire que les propositions sur les refondations de l'État, vous ne pouvez pas revenir, je termine là-dessus. Dire que, comme je vous l'ai dit, vous avez en Suisse des Suisses germaniques, des Suisses allemands, des Suisses francophones, des Suisses italiens. Vous allez en Belgique, vous avez des Wallons, vous avez des Flamands. C'est un pays hyper développé. La Belgique a fait 465 jours sans gouvernement. Le pays avait 5% de croissance. Meilleure performance en Europe, c'est eux le siège de l'Union européenne. Pour vous dire que le fait qu'il y ait des Camerounais anglophones et des Camerounais francophones, et qu'on ait cette mixité de deux logiques, deux visions du monde, et on s'entend de plus en plus, n'enlève en rien la question de l'unité nationale. On ne se sent pas moins frère. Moi, j'ai l'avantage d'être du Noun. J'ai des Bamoun qui sont des anglophones. Les fonds Tchafay là, que vous voyez là, les gars de Bangolan, etc. Ce sont des anglophones, mais ce sont des Bamoun. Ils ne sont pas moins Bamoun parce que quand ils arrivent au palais, ils parlent en anglais et nous on parle en français. Mais c'est son programme politique, Moussa Njoya, c'est le programme politique du PUR, représenté ici aujourd'hui par Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du Parti uni pour la rénovation sociale, également candidat du PUR à la présidentielle d'octobre prochain. Un autre sujet, Serge Espoir Matomba. Je suis, si vous me permettez de réagir en passant, je suis un peu surpris et amusé même quand j'écoute Moussa Njoya parler. Et quand il parle avec beaucoup de légèreté des travaux qui sont menés par d'autres. Le plus grave, c'est que j'ai l'impression qu'il ignore que la langue est le meilleur moyen d'aliénation. Peut-être faudrait que je lui dise cela en d'autres mots. C'est-à-dire que Marie-Flore, à partir du moment où on vous soumet à utiliser une langue qui n'est pas la vôtre, on est en train de vous soumettre à une aliénation. C'est comme ça. Pourquoi les pays qu'il a évoqués ici, qu'il cite, ne sont pas en train de parler d'autres langues? Pourquoi? Pourquoi nous devons nous contenter, nous, Camerounais, de parler le français et l'anglais? Parce que il existerait une académie française. Je ne l'ai pas dit, hein. Je n'ai pas dit. On doit se contenter. J'ai parlé du franglais, du pidgin English, etc. Est-ce que vous pouvez au moins me laisser parler? Moi, vous m'avez interrompu tout à l'heure. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'on devrait se contenter de parler du français, de l'anglais. J'ai plutôt dit que aller choisir une langue parmi les langues nationales pour l'imposer à l'ensemble est une démarche dangereuse parce que les Camerounais ont même des langues dans lesquelles ils se reconnaissent tous à travers le monde. Comme le franglais, le pidgin English. Oui, Serge Espoir Matomba. Je peux continuer? Allez-y, je vous en prie. Alors, je dis, là, il commence à venir. La langue, par essence, est le moyen d'aliénation qui existe le mieux. Maintenant, pour revenir à cette identité tant recherchée, une définition de l'identité camerounaise, parce qu'il a utilisé quelque chose d'intéressant. C'est pour cette raison que j'ai intervenu. Pour lui dire, il faut saluer le génie de ceux qui ont constaté qu'il manque quelque chose et ont essayé de mixer ce que nous appelons le franglais. C'est une mixture qu'ils ont essayé de faire du français et de l'anglais. Mais là encore, est-ce une langue véritablement codifiée qui pourrait être utilisée par les Camerounais? Vous pensez que quand vous parlez votre franc-anglais, je ne sais où là, le français, il ne vous entend pas? Ou l'anglais? Mais quand le Tchèque parle le français, ne vous comprend pas. Il vous saisit, il saisit quelques mots de ce que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que notre objectif c'est pour dire c'est de nous entreprendre. C'est pour dire que parce qu'il y a ce manque. Quel manque? Les gens ont voulu créer. Mais il faut que ce soit quelque chose de normal, de normalisé et d'officiel. Et c'est pour dire donc que monsieur Moussa, si vous dites donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec nous qu'il faut une langue nationale. Mais alors, pourquoi vous dites? Je vous dis que la langue nationale existe déjà. Il n'existe pas, c'est laquelle? C'est laquelle? Le franglais. Le franglais, c'est une langue nationale? Oui, ce n'est pas parlé par tous les Camerounais.
C'est pas une langue nationale? Oui, c'est pas parlé par tous les Camerounais, non. À ma connaissance, Emmanuel Coco, je pense que pour l'instant, ce n'est pas non, ils confondent deux choses, la langue officielle et la langue nationale. Je dis bien, ce n'est pas une langue nationale et ce n'est pas une langue officielle. Non, madame, ce n'est pas une langue nationale. Ce n'est même pas une langue nationale. Le Kanfanga est une langue nationale qui est parlée par tous les Camerounais. Pas officielle. Elle n'est pas nationale. Elle n'est pas parlée même pas nationale. Dans les administrations, elle n'est pas parlée par tout le monde. Comment ça? Non, ce n'est Vous pas. êtes parti dans quel parti au Cameroun? Elle n'est pas parlée par tout le monde. On parle pas les beignets. Qui ne comprend pas dans quel. Il y en a qui ne comprennent pas, Moussa. Mais il y a des Camerounais qui ne comprennent pas le français. Vous ne savez pas ça? Non. On était au niveau. Vous ne savez pas qu'il y a des Camerounais qui ne comprennent pas le français? Moussa Njoya, on était au niveau. Logiquement. Il n'y a pas les Camerounais qui ne comprennent pas le français. Moussa Njoya, on était au niveau du Demandons Cameroun. à Dan Assabé, on va maintenant dans les régions, parce que moi j'ai l'avantage de travailler sur Boko Haram. Vous avez détourné mon sujet. Si vous allez dans ce sens-là, on y va. Non, quelle est la langue qui est parlée par l'ensemble des populations d'un territoire? Moussa Njoya, nous sommes là avec le PURS pour évoquer leur programme. Nous l'avons invité pour aborder d'autres sujets, mais là, on s'est déjà attardé sur ce sujet. On devrait... Vous permettez, Moussa Njoya, parce que nous sommes pris par le temps de la publicité. Vous avez vu là, on a tué les chercheurs, n'est-ce pas, à Sous-le-Roi. Pourquoi ils avaient besoin d'un traducteur local, étant des francophones, se trouver à l'extrême nord qui est francophone? Parce qu'on ne parle pas le français là-bas, monsieur. C'est pour cela qu'ils avaient besoin d'un traducteur. Si on va dans cette logique-là. Il faut peut-être rappeler quelque chose. Oui. Il a pris un exemple. S'il y avait une langue nationale et même officielle qui était parlée dans cette nation, ces chercheurs n'auraient pas besoin de traducteurs. C'est pour dire qu'en fait, il y a un besoin qui est là et qui a besoin d'une réponse. Et nous venons donc avec cette réponse. 6h, 9h. Sacré matin. Le soleil se lève dans le transistor. Serge Espoir Matomba, la vie est devenue chère, extrêmement chère. D'ailleurs, on a vu hier des populations de Bepanda en face du domicile de Madame Foning, de regretter mémoire, des habitants qui ont bloqué la route. Pas d'énergie électrique, ça fait quoi? Une semaine, des femmes enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher, des femmes... des denrées qui périssent même. Voilà, la plupart c'était des femmes qui étaient là hier pour bloquer la route. Je pense que c'est également vos combats, une vie meilleure pour les populations camerounaises lorsqu'on parle de vie chère. Comment comptez-vous améliorer les conditions des Camerounais? Avant de répondre peut-être directement à votre question, laissez-moi revenir sur un aspect du débat de tout à l'heure. Il faudrait dire que la gestion d'une nation est complexe. Et pour citer le cas de la France que j'ai cité tout à l'heure, lorsque le français était choisi, le français n'était pas la langue la mieux parlée ou la mieux partagée. C'était d'ailleurs la plus petite. Oui. Pour en faire la langue nationale et langue officielle. Au Cameroun, Moussa Njoya a relevé quelque chose qui m'a un peu intrigué. Quand il disait, les gens vont se poser des questions sur le choix. Pourquoi telle langue, pourquoi pas telle langue? Non. Quand on doit définir ou adopter une langue nationale, il y a deux méthodes. La première, on peut faire le choix d'une langue, comme d'ailleurs, je l'ai cité tout à l'heure, les Oumniobé à l'époque. Et il faut rappeler que quand eux, ils choisissaient le Foufoudé, c'était dans un élan panafricaniste. Il ne faut jamais oublier cela. Parce qu'ils se sont dit, c'était la langue la plus parlée au Cameroun. Et puis, il y a certains pays en Afrique qui partageaient la même langue. Eux, ils étaient dans cet élan-là. La deuxième chose, c'est qu'on peut mettre les linguistes à contribution. Et bien d'autres. Pour créer une langue. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est les deux méthodes que la plupart des pays qui ont choisi ou adopté une langue ont, n'est-ce pas, c'est comme ça qu'ils se sont comportés. Donc, il n'y a pas de magie à cela. Au moins, nous sommes d'accord sur un point, c'est qu'il y a un manque. Et il faut le combler. Il faut le combler. Il y a un manque qui relève, n'est-ce pas, de l'identité aussi nationale camerounaise. Comme je l'ai précisé, une nation, c'est avant tout un territoire et une langue. Donc maintenant, lorsque je l'ai dit, je reviens à votre question. Marie-Flore, vous savez,
la plupart des propositions de solutions que nous avons pour améliorer le quotidien des Camerounais, dans ce système, trouveront toujours et toujours les limites. Pourquoi? Quand vous parlez de vie chère, vous n'allez pas omettre le fait que nous utilisons le CFA, par exemple, comme monnaie qui n'est pas une monnaie camerounaise. Nous n'allons pas ignorer le fait que la structure économique de notre pays a été pensée pour servir les intérêts des autres. Vous n'allez pas l'ignorer. Vous n'allez pas ignorer le fait que le Cameroun, à un moment donné, de par la configuration, n'est-ce pas, de sa structure économique, s'est retrouvé dans les marchés financiers, la Banque mondiale, FMI et bien, et même des emprunts dans des coopérations bilatérales qui nous ont obligés, n'est-ce pas, de prendre des crédits. Et qu'à un moment donné, nos créanciers sont venus nous dire il faut rembourser notre argent. Voilà comment nous pensons que vous pouvez rembourser notre argent. Au point où, aujourd'hui, même le budget du Cameroun, qui est un budget encore spéculatif, a à son sein les dons. C'est-à-dire que vous avez dans un budget où on met dons. Donc, si ces dons n'arrivent pas cette année-là, bon, cette rubrique-là est morte. Comment voulez-vous développer véritablement votre pays ou résoudre les problèmes de vie chère lorsque votre système économique n'est pas véritablement pensé par vous et pour vous? Il y a que, quand on pense une nation, on pense au développement des citoyens de cette nation. On se dit, comment ils vont se vêtir? Comment ils vont se nourrir? Donc selon vous, tout cela est lié? Permettez-moi, c'est lié au système de gouvernance. C'est lié au système de gouvernance. Marie-Flore, vous ne pouvez pas faire circuler de l'argent dans votre économie si vous importez tout dans un pays comme le nôtre. Les vêtements, vous en connaissez combien les industries qui en fabriquent ici? Oh, Sikame est en train de fermer. Pourquoi? Le riz, le Cameroun importe combien de tonnes? Le poisson. Vous voulez que j'en cite? Et même votre énergie. Mais nous avons des barrages. Là encore, vous voulez ouvrir un autre débat. Combien de barrages le Cameroun peut se revendiquer d'avoir à sa possession? Si on prend le dernier en date, le dernier barrage Nachtigal, on finit de construire un barrage et puis on vous dit que les moyens de communication, de l'énergie, on commence à réfléchir, de transport. Les moyens de transport, on commence à réfléchir sur les moyens de transport après avoir fini de construire un barrage dans lequel le Cameroun même n'est pas actionnaire majoritaire. Et pour ce barrage-là, pour parler particulièrement de ce barrage de Nachtigal, ça fait 3 mois que le Cameroun a commencé à payer tous les mois 10 milliards, le remboursement des dettes. Pourtant, l'énergie produite par ce barrage n'est pas encore arrivée dans les ménages. Au mieux, on vous dit que Eneo même n'a pas encore de structure habilitée pour recevoir, n'est-ce pas, l'énergie venant de ces barrages. Donc voilà le pays dans lequel vous êtes et chaque fois on vous sort une nouvelle cartouche, maturation de projet, dont on a maturé ces projets-là, mais on avait oublié que après la production, il faut le véritable transport pour arriver donc à la distribution. On a oublié ça. Et vous êtes surpris que la tomate hier, je me rappelle encore quand nous étions petits, les cajots de tomates là ne valaient pas 100 francs. Oui, à l'époque. Je ne sais pas quel âge vous avez, Moussa Ndjoya, mais je dis bien, quand nous étions... à l'époque, nous avions la tomate, quand vous achetiez la tomate de 100 francs, mais c'était quelque chose. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ce pays dans lequel nous sommes. Vous avez même le macabo qui a disparu. Vous avez des produits comme ça que nous avons toujours qui ont disparu. Mais les gens
Est-ce que ce n'est pas parce que ces produits ne sortent Non, pas c'est parce que les politiques appliquées ne sont pas les bonnes. Je vous dis que votre économie est purement dépendante. Tout ce que vous faites aujourd'hui, pour la plupart, malheureusement, c'est importé. Pourtant, nous avons des terres arables. Pourtant, nous avons des moyens. La ressource humaine est là. Rien ne nous empêche de fournir notre marché au moins des produits de première nécessité avant d'arriver à ce qu'on peut appeler les industries. Parce que là encore, c'est fait à dessein pour que vous ne puissiez pas avoir de l'énergie. Parce que si vous avez de l'énergie, vous allez développer plusieurs activités. Quand nos créanciers sont venus nous dire privatiser la Sonel, l'objectif derrière, c'était quoi? C'était pas seulement de rembourser la dette, c'était de contrôler l'énergie au Cameroun. Mais c'est ça. Quand on parle donc de l'acquisition d'une véritable souveraineté, c'est dire aussi que nous devons arriver à un moment où nous disons voici les institutions ou les entités de souveraineté, nous ne pouvons pas les brader, nous ne pouvons pas les privatiser, parce qu'il ne faut pas croire, au Cameroun, il y a de la ressource humaine capable de manager, n'est-ce pas, certains établissements. Je pourrais citer quelques exemples. Donc, la vie chère n'est qu'une conséquence d'une succession de politiques gouvernementales basées sur une vision erronée du Cameroun. Et aujourd'hui, notre économie est dépendante. Vous voulez qu'on parle de quoi? De tous les petits maux qui minent notre société? Ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences. Moussa Njoya, selon Serge Espoir Matomba, tout cela est lié avec, comme lui-même le disait tout à l'heure, notre économie qui s'appuie peut-être sur les mauvaises bases. Est-ce que, parlant par exemple du franc CFA, parce qu'il a évoqué également cette monnaie, est-ce qu'une monnaie propre au Cameroun pourrait résoudre le problème ou améliorer? La monnaie est juste un problème de moyens, pas une fin. Vous avez vu la Sierra Leone, le Libéria et bien d'autres pays ont leur monnaie. Ils ne sont pas mieux lotis. Et pendant longtemps, le Nigeria était en cessation de paiement, en crise. Peut-être qu'ils avaient leur monnaie, le Naira. Le Ghana a la monnaie, mais actuellement, le Ghana a été brandi pendant longtemps par les institutions financières internationales comme un exemple. Mais aujourd'hui, le Ghana est en cessation de paiement. Pour vous dire que la monnaie, c'est un moyen qui est même dangereux. Vous avez vu le Zaïre de Mobutu, qui a conduit justement à la dollarisation de l'économie congolaise parce que vous aviez des gens qui étaient... Parce que le problème, c'est quoi? Je parle de ça tous les jours, l'état bureaucratique. Des gars qui pillaient les caisses et à un moment donné, la monnaie n'avait plus de valeur, etc. Au point où pour acheter un paquet de Marlboro, vous deviez utiliser 10 millions de Kwanza, comme on appelait la monnaie à l'époque. Donc, pour vous dire que... Si vous me suivez, Marie-Fleur, pour vous dire que la monnaie est juste un moyen et pas un fin. Et comme tout moyen, c'est comme le couteau. C'est quelque chose à double tranchant. Tout moyen mis entre les mains des mauvaises personnes est quelque chose de très dangereux. Donc, pour moi, le débat sur la monnaie est davantage superficiel. Pourquoi? Aujourd'hui, la Chine domine les États-Unis grâce au dollar. Les titres de trésor américains qui sont détenus par les Chinois et qui se chiffrent aujourd'hui à plus de 20 000 milliards de dollars et qui a fait reculer Trump l'autre jour, c'est avec le dollar que l'économie internationale, le système économique et monétaire international aujourd'hui est structuré autour du dollar. Est-ce que c'est pas parce qu'au départ, la Chine a d'abord sa monnaie? Si vous me laissez terminer, comme vous revendiquez tout à l'heure, vous allez comprendre où je vais. En fait, la question de la cherté de la vie est une question de productivité. Et la productivité est assise sur quoi? Il a évoqué par exemple le déficit énergétique, qui est électrique, mais également en carburant et autres. Vous voyez un peu? Oui. On a produit des barrages, par exemple, qui ne produisent pas de l'électricité. Pourquoi? Parce que vous avez un problème fondamental qu'on appelle la corruption. Ce n'est pas un problème d'économie pensée. Il n'y a pas un Anglais, un Français, un Chinois qui s'est mis derrière les Camerounais. Les Chinois eux-mêmes se plaignent des Camerounais. J'ai vu comment les Chinois ont dû se bagarrer contre les Camerounais pour devoir achever le chantier de l'Assemblée nationale. Parce que les gens
n'arrivaient pas à comprendre qu'on puisse construire l'Assemblée nationale sans qu'ils ne s'en tirent avec qui 10, 15, 20 milliards. Donc le problème, ce n'est pas le français qui vient. C'est pas... Moi, j'assiste à des comités de pilotage parfois. Et je me rends compte que même les Occidentaux en sortant disent que, mais monsieur Ndjoua, qu'est-ce qui arrive aux Camerounais? Lorsque un gars décide lui-même de s'aborder le développement, on a parlé hier de la reconstruction de la communauté urbaine. Vous pensez que c'est un Français ou un Chinois qui a demandé qu'on ne reconstruise pas la communauté urbaine depuis 10 ans? Mais c'est parce que vous avez 800 millions de loyers par an qu'on doit payer. Et demandez-vous comment ces contrats locatifs sont négociés. Vous pensez que les gens là qui ont fait des hautes études ne savent pas qu'avant, lui avant de construire une maison, il crée d'abord une servitude. Mais lui ne sait pas qu'avant de construire un barrage qui va produire 469 MW, il faut des lignes de transport. C'est fait à dessein. Et tant qu'on sera dans un pays où une fille peut se lever un matin, elle construit un immeuble de 5 étoiles, 5 étages, sans qu'aucune loi ne permette de lui demander que cet argent-là sort d'où. La loi contre l'enrichissement illicite, on court dans le sac. Vous comprenez un peu? Oui. Le problème n'est pas un problème de monnaie. Le problème, c'est un problème de patriotisme. Vous avez vu le Bénin d'avant Talon et le Bénin d'aujourd'hui. C'est deux Bénins totalement différents. Avant, à Cotonou, vous gariez au feu rouge, les gars venaient démonter vos rétroviseurs devant vous. Aujourd'hui, l'argent tombe même à Cotonou. Les gars ont peur même de ramasser. Vous comprenez un peu? Oui. Cotonou, les gens faisaient les toilettes, les maisons sans toilettes. Tous les trucs étaient déversés dans les égouts quand il pleuvait. Aujourd'hui, un Béninois ne peut plus tenter de le faire. La question du déchets. Je reviens sur trois choses essentielles. Premièrement, vous avez cette question de l'énergie électrique et du carburant. Prenons le carburant, le coût du carburant. Le carburant aujourd'hui a pratiquement 900 francs le litre. On vous coupe l'électricité à Balafon, Marie-Flore. Et vous devez maintenant utiliser le groupe électrogène. Le coût est exorbitant pour les entreprises qui doivent produire. Du coup, ils doivent répercuter ces coûts-là sur les biens et les denrées. Et pourquoi le carburant est cher? Mais tu avais soif, hein, Marie-Flore? Oui, j'avais vraiment soif. On te donne encore un booster. Je suis en train de boire de l'eau, Moussa. Et tu disais quelque chose de pertinent. Et après, on va tu étais en train de dire quelque chose de très pertinent, parlant d'énergie et de pertes pour les entreprises. Oui, non, je veux dire que la production de l'énergie, on a d'abord, qu'est-ce qui rend la vie chère? Le déficit énergétique. Il n'y a pas d'électricité pour les entreprises. Il faut produire. Vous voyez les entreprises, boissons du Cameroun, etc. Seulement pour chauffer les fours là, vous ne pouvez pas imaginer les milliers de litres de carburant, de gasoil et de fer qu'il faut utiliser par jour. Vous êtes dans un pays où le litre du carburant coûte pratiquement 1000 francs. Pourquoi ça coûte 1000 francs? Parce que vous avez 22 taxes par litre de carburant, parmi lesquelles vous avez 5 TVA. 22 taxes. Et vous avez des impôts qu'on ne se demande pas. Taxes pour la sécurisation de site de la SCDP qu'on avait instauré à Pensam, 10 francs. Vous voyez? Où est le résultat de la sécurisation? Vous avez la taxe spéciale sur les produits pétroliers. On ne sait pas où ça part. Qui devait servir à l'entretien du secteur routier. On prélève 12 francs. Et la Banque mondiale avait demandé en 1998 que soit vous instaurez les péages, soit vous diminuez, vous annulez les 12 francs. Ils ont mis les péages et ils ont maintenu les 12 francs. Du coup, au fonds routier, vous avez des fonds oisifs qui tournent là. Après, un matin, on dit qu'on a convoqué les gens au TCS parce qu'en 2 mois, ils ont volé 8 milliards. Mais si un gars a 8 milliards qui se balade devant lui, il ne va pas prendre ça comment? C'est pas son argent. Non! Toi-même, Marie-Flore, tu entres, tu sors, tu vois l'ampoule devant toi, tu entres, tu sors. Un matin, tu as un problème, tu dis que, mais coucou, on fait comment? Alors, on boit un booster. Tu peux confondre de caisse. Voilà. Deuxième chose maintenant, après la crise énergétique qui est forte et qui est une charge incompressible, vous avez les infrastructures maintenant. Très bien. On parlait du plantain, du macabre, de la tomate qui coûte cher. Mais vous allez à Yokadouma, le régime de plantain coûte 300. Une fois à Yaoundé, il coûte 3000. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Les denrées agricoles pourrissent dans les champs. Ça ne peut pas sortir. Parce que monsieur taux d'avancement n'avance pas sur les routes. Ça ne peut pas sortir. Les gens sont là, cultivent en Konjok. Vous allez là. Actuellement, c'est la saison pluvieuse. Les denrées alimentaires sont en train de pourrir dans les plantations en Konjok. Vous allez après Yabassi là, à Yingi et consorts. Les plantations, les gens qui cultivent à Manouka, même dans l'océan, le sud même, Bembis et consorts, Djoum, les gens font comment pour que les produits arrivent en ville? C'est le deuxième problème infrastructurel. Le troisième truc qui est là, c'est que vous avez
la cherté de la vie, c'est aussi un problème de... On parlait tout à l'heure de l'énergie, etc. La productivité industrielle. Nous ne produisons pas assez. Dans le peu de denrées qui est là, on fait facilement la spéculation là-dessus. Et quand nous importons maintenant, troisième problème plus grave encore, la pression fiscale et douanière. Vous voyez aujourd'hui, le Tchad et la Centrafrique sont en train de vouloir quitter le port de Douala. Parce que non seulement vous arrivez au port, il y a les tracasseries douanières. Quand vous réussissez à sortir avec votre marchandise, on a répertorié encore pas plus tard que la semaine dernière plus de 90 postes de contrôle entre Douala et Kousséri. Même si vous avez tous vos papiers, il faut vous faire contrôler 90 fois lors d'un voyage. À un moment donné, c'est harassant. Même si on ne vous demande rien du tout. Et imaginez qu'à chaque fois que vous partez là, vous devez donner 5 000 francs fois 90. Aller et retour. Et maintenant, doubler à l'infrastructure routière. Garoua, Ngaoundéré Garoua, 217 km, 12 heures de route. Une affaire que dans un pays normal, vous devez faire en 1h30. Vous faites 12 heures en route. Sans compter les camions qui tombent. Il faut réparer, il faut répercuter. Cette tracasserie fiscale douanière et policière, et vous ajoutez maintenant la pression fiscale, Marie-Flore. Et je le dis toujours aux Camerounais, retenez, après la présidentielle, ça sera grave. Quand vous êtes dans un pays comme le Cameroun, où vous avez 19,25% de TVA, vous avez l'IRPP. Quand on parle par exemple des entreprises, les charges patronales, Marie-Flore, on n'en parle pas assez. Vous avez les impôts que chaque... on parle du chômage souvent, les impôts que chaque chef d'entreprise ou chaque entreprise doit payer sur les salaires des employés, c'est énorme. Si vous avez un salarié qui touche 1 million, vous savez à peu près combien d'impôts vous devez payer? Non. 275 000. Pour un salaire d'1 million que vous donnez à un gars. Donc du coup, les gars ne veulent même pas augmenter les salaires. Parce que plus ils augmentent vos salaires, plus sur le plan fiscal, ça leur coûte cher. Donc ça, c'est pas pourquoi on n'augmente pas mon salaire. S'il vous plaît. Non. Non, c'était juste une parenthèse. C'était une parenthèse. Bojiko n'est pas là. Attendez qu'elle va Mais revenir. il écoute. Qu'elle veut écouter le postcal le soir. Dédicace Bous. Non. L'autre chose, c'est ça. C'est-à-dire les charges patronales où on vous impose les redevances audiovisuelles. Personne regarde la CATV, on vous montre une émission, tous les banques sont cassés, etc. On vous impose le crédit foncier. Personne ne prend plus le crédit foncier là-bas. Vous avez la maïture, la maxi, la taxe FNE. L'oncle de Coco a fait 35 ans là-bas. On ne sait pas à qui il a donné le travail un jour. Même conçu le siège, il n'a pas pu le faire, etc. Donc, vous avez ces genres de pression-là qui, mis ensemble, lorsque vous payez 25 à 27% de taxes sur les salaires de vos employés, vous n'avez pas d'énergie électrique. Vous arrivez, vos intrants entrent au port. On vous casse les pieds parce que les gars jouent sur le temps. Si vous ne voulez pas, vos trucs vont pourrir. Oui. Comme Congé Kamana a été victime. Vous finissez comme ça, là, après vous tournez. Après vous payez qu'on a augmenté le prix du poisson. Quand un entrepreneur paye 13 milliards dans une opération d'importation, il veut faire comment? Il n'est pas là pour la philanthropie, il répercute ça sur le consommateur. Donc c'est ces effets-là, mis bout à bout, qui me fait penser que quelque part, c'est assez superficiel de s'attaquer de manière fondamentale. Je ne suis pas contre de s'attaquer aux questions d'extraversion de l'économie, de la monnaie et tout. Mais je veux dire que la question du système économique est quelque chose qui va largement au-delà des questions monétaires, au-delà des questions de relations avec des autres anciens puissants. Parce que je vais vous dire, comme je vous le répète tantôt, le problème du Cameroun, c'est le professeur Hubert Mononjara qui parlait du mapatisme. Tant que chaque bureaucrate verra derrière son bureau un comptoir commercial, chaque policier qui sort le matin aura des objectifs commerciaux à atteindre dans la soirée. On peut adopter notre monnaie, on peut dissoudre les relations, rompre les relations diplomatiques avec la France, faire tout, on ne sera pas sorti de l'auberge. Et la question, Serge Espoir, je vais peut-être lire d'abord ce message d'un de nos auditeurs, c'est Hardy Guifo qui dit voilà la route du génie militaire au niveau de Bonabassem qu'on a cassée pour faire une canalisation d'un cours d'eau qui existait déjà pendant la construction. 10 ans après. Et Jean de Dieu Yamsi lui pose la question à Serge Espoir Matomba, le patriotisme économique, est-ce que selon vous devrait être accompagné de sanctions? Bien évidemment. Ce qu'il faut noter, c'est que à l'écoute tout à l'heure,
j'ai noté une chose. Tout ce que Moussa Ndoye a dit, ce n'est que des conséquences. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, des conséquences d'une structure économique mal pensée et qui ne sert pas les intérêts des Camerounais. Mais ils ont réussi comment, au départ, à détruire les valeurs que nous avions. Il a cité des jeunes filles et puis des personnes qui construisent des immeubles et autres sans qu'on ne se questionne. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on nous a présenté comme étant la richesse? Qu'est-ce qu'on nous a présenté comme étant des modèles dans notre société? Ce sont ceux-là qui construisent des immeubles, qui ont des véhicules, qui ont des ceci, qui ont des cela. Et on ne se questionne pas sur comment est-ce qu'ils font pour avoir tout cela. Le plus grave, c'est que ce sont ces personnes-là que nous respectons dans notre société. C'est ça le plus grave. C'est-à-dire que l'inversion des valeurs a fait en sorte que nous nous sommes prêtés à des jeux et nous nous retrouvons facilement dans des tares comme la corruption et tout ce que vous voulez. Ce n'est qu'une conséquence. C'est pour ça que nous disons, ce n'est pas en dénonçant uniquement. Nous devons apporter des propositions de solutions visant à changer, à refonder complètement, parce que là, on va toucher même la mentalité camerounaise. Et parmi vous ces comprenez? propositions. Donc, quand nous le disons, c'est parce que nous avons fait un constat amer de la situation. Et puis, pour revenir à cet immeuble qui dure 10 ans de construction, à la CID, à l'hôtel de ville, il ne faut pas ignorer un fait, qui n'est pas seulement des magistrats de la ville. Parce qu'il y a aussi un processus de passation des marchés qui existe, mais qui, lui, est défini encore par Yaoundé, comme on le dit. C'est-à-dire que quand vous avez fini, M. Ndoye, de passer le marché, même s'il y a eu des rétrocommissions et tout ce que vous voulez, quand vous avez fini de lancer l'appel d'offres, il y a eu quelqu'un qui a gagné le marché, qui se dit, qui démarre les travaux. À un moment donné, après avoir récupéré avance de démarrage, ceci et autres, tout un tas de trucs, il disparaît. Vous faites comment? Résilier son contrat devient encore une autre paire de manches. Il faut lancer un nouveau marché, devient une autre paire de manches. Je le dis pourquoi? Parce que, étant grand conseiller à la CUD, à notre arrivée, nous avons interpellé le maire de la ville sur la construction de l'hôtel de ville. Il a été obligé de nous présenter des documents. Il a été obligé de sommer les constructeurs qui, eux, ont déclaré n'avoir pas été payés. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas avancé. Le maire de la ville a ordonné que les paiements soient faits très rapidement. Et après les paiements, vous savez ce qui s'est passé? Le constructeur a disparu. C'était un Camerounais, non? Non, je pense que c'était un étranger. Le constructeur a disparu. Tous ceux qui ont payé il a fallu... Mais vous savez comment ça se passe dans cette passation-là, malheureusement. Non? Donc, c'est pour dire qu'il y a toujours des Camerounais dedans. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, parfois, nous observons, parce que nous avons aussi la gâchette facile pour tirer sur certaines personnes sans savoir le fond. Mais dans le fond, il y a donc ce fonctionnement qui est encore trop centralisé, qui n'est pas véritablement... C'est l'état bureaucratique que dénonce tous les jours. Exactement. Donc, qui n'est pas totalement décentralisé. Et nous disons... Il n'est même pas décentralisé. Tant que nous continuons dans cela, les problèmes que nous vivons, nous allons les constater. Maintenant, pour revenir à un autre point, les infrastructures. Je suis totalement d'accord que le plantain qui soit produit à Yokadouma coûte 300 francs et lorsqu'il arrive. Mais comment on fait lorsque dans notre budget, qui est essentiellement destiné au fonctionnement, comment on fait pour développer des infrastructures? Donnez-nous une seconde. Voilà ce que la Chine a fait dans le temps. Donnez-nous une seconde seulement, une seconde. Bon bagaille. Avec les solutions digitales de Yellow Agro de MTN, à partir de 50 francs par jour, reçois des données de la météo et les conseils d'experts pour augmenter tes récoltes et protéger ton bétail. Tape étoile 282 dièse. Sacré matin. Bon bagaille. On était justement sur ce point. Ce que la Chine a fait dans le temps lorsqu'elle a décidé de se construire. Non seulement elle s'est renfermée, elle a redéfini, n'est-ce pas, puisqu'elle est allée vers une révolution culturelle, elle a mis sur pied des plans quinquennaux. Lorsqu'elle disait
pendant 2-3 ans, nous allons nous concentrer dans les infrastructures, elle le faisait. Mais chez nous, je le dis encore, notre budget est essentiellement destiné au fonctionnement. Les emprunts que nous faisons sont essentiellement destinés au fonctionnement et non à l'investissement. Et les conséquences sont là. Nous sommes endettés pour avoir consommé et non pour avoir investi dans notre pays. Et nous pleurons les infrastructures. D'où la nouvelle offre. Si on continue dans ce système dans lequel tout a été prédéfini, et je le dis encore, nous ne pourrons que constater et citer ce qui ne marche pas. Mais il y a aussi la corruption. Au-delà, mais lorsque les valeurs sont corrompues, lorsque les valeurs ont été tronquées, la corruption n'est qu'une conséquence. Si vous vous attardez sur la corruption pour dire que c'est à cause de la corruption que votre pays ne se développe pas, ça veut dire que vous refusez de voir ce qui vient en amont. Oui, il y a la corruption. Oui, il faut combattre la corruption. Oui, il faut utiliser des méthodes aussi dures qu'elles soient pour combattre la corruption. Ça, nous le disons toujours. Mais est-ce que vous pensez que dans ce système-là, vous allez parvenir à combattre la corruption quand on sait que la corruption n'est pas seulement le fait aujourd'hui d'être assis dans un bureau qui devient un comptoir commercial. C'est dans nos foyers désormais. C'est dans nos ménages. Jusqu'à nos enfants. Vous voulez envoyer un enfant aujourd'hui, il attend ce que vous allez lui donner. C'est à partir de ce que vous lui donnez qu'il regarde la qualité du service qu'il peut vous rendre. Vous voyez à quel niveau nous sommes réduits. Donc il est important de dire que oui, nous devons redéfinir donc ces valeurs. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers une véritable rupture avec ce système qui a été mis en place. Il avait été pensé et on nous a emmenés vers là pour que nous devenions ce type de Camerounais aujourd'hui. Est-ce que nous devons continuer dans cela? La réponse est non. Nous devons avancer, nous devons évoluer. La présidentielle est prévue en octobre prochain au Cameroun. Serge Espoir Matomba. Pardon? Parce que je voulais... Oh, vous voulez réagir? Deux choses. D'accord, allez-y. Moi, je voulais d'abord rassurer mon frère, Serge Espoir Matomba, que la révolution culturelle sous Mao était un échec total, tout comme le Grand Bond en avant. Et que c'est en s'ouvrant, justement, à partir des années 70-73, vous connaissez la diplomatie du ping-pong, sous Deng Xiaoping, que la Chine, qui est devenue l'usine du monde aujourd'hui, s'est développée. Il n'y a pas de nuance. C'est à partir de la réforme Deng Xiaoping que la Chine, en 25 ans, a sorti 400 millions de personnes du seuil de pauvreté. Et c'est parce que la Chine aujourd'hui, on parlait de la Chine comme élément déstabilisateur de l'économie mondiale. Trump s'attaquait à la Chine, etc. C'est parce que la Chine s'est ouverte. La Chine aujourd'hui est l'industrie du monde et les Chinois se sont ouverts. Vous les voyez partout là, etc. Ils sont allés à la conquête du monde. Ce qu'ils ont appelé les dragons jaunes, qu'ils envoient partout, même sur le plan éducatif dont ils parlaient. En 10 ans, la Chine a envoyé près de 100 000 Chinois aller se former aux États-Unis, dans les meilleures universités, Harvard, etc. Tout. Quand ils veulent fabriquer un avion, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent d'abord des Airbus. Ils mettent dans leurs écoles, les gars étudient. Après un jour, vous sortez un avion pignon. C'est-à-dire, tu vois Airbus, ils disent que qu'est-ce qui prouve que c'est ça? Donc, c'est cette affaire. Il faut dire que la question d'ouverture et de fermeture identitaire dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'il faut jongler avec. Presque tous les Chinois aujourd'hui, dans la haute administration, etc., parlent anglais. Quand ils vont négocier leurs contrats, etc., même ceux qui sont à Yaoundé avec nos pays des sports et tout, ceux que nos propres responsables contraignent à la corruption, ils parlent anglais avec nous. D'autres, après, même le français, sont là à la Fondation Confucius, à Lyrique, etc. Deuxième chose maintenant qu'il faut dire très rapidement, c'est justement, Serge Espoir et moi, nous sommes d'accord, j'en parle tous les jours. Quand les gens parlent de la forme de l'État, etc., je dis, la question c'est la nature de l'État. L'État camerounais est un État bureaucratique, autocratique. Et un tel État ne peut pas générer le développement. Partout, c'est établi partout comme ça là. La seule manière de générer le développement, c'est d'autonomiser les populations. Et c'est là où je vais dire quelque chose au Cameroun. Vous savez, les Camerounais ne connaissent pas les autres États. Quand ils sont France, quand on leur dit la Chine, une dictature, etc., je leur dis, ça n'a rien à voir. Savez-vous qu'en Chine, les universités dépendent des mairies. Je ne vous parle pas des écoles, hein, les universités. Regardez, pour ceux qui ont bien observé la lutte contre le Covid-19, 90% des mesures
était géré par les mairies. L'hôpital qu'on a construit en ces jours-là, c'est la mairie de Sichuan qui l'a construite. Donc le système hospitalier, le système, etc. dépend. Maintenant, le Parti communiste, qui a 90 millions de membres, pour être membre du Parti communiste, on se lève pas un matin et dit que tu es membre. C'est dès la base que tu es élu jusqu'au sommet pour être. Donc quand un gars sort, ce qui fait que même Mao, lui-même, malgré tous les pouvoirs dont il disposait, avait été poussé à la sortie un temps par les autres. Quand on fait le congrès du comité central là-bas, ce ne sont pas nos histoires où on applaudit dans le congrès des partis politiques ici. Hein. Le débat idéologique, il est fort. On a défini une vision. La constitution est là. On mène les débats, on met les motions et les motions sont adoptées. Donc la question maintenant est celle de comment faire pour sortir de l'état bureaucratique qu'on a mis en place. Oui. Et tant que nous ne sommes pas sortis de l'état bureaucratique... Voici comment faire. Non, je dis... comment, non, tu pourras expliquer plus tard comment toi tu estimes et on verra le côté réaliste de cela. Mais toujours est-il que la question fondamentale est celle de sortir de l'état bureaucratique. Maintenant, la question des valeurs. Moi, franchement, bien qu'étant idéologiquement orienté à gauche, moi, je ne suis pas contre l'enrichissement. Je ne suis pas contre le fait que les gens construisent les immeubles et tout. Bien au contraire. Je suis un fervent militant de la prospérité. Mais ça doit être une prospérité juste, équitable et honnête. Je suis comme la Chine aujourd'hui. La Chine vous fabrique 10 nouveaux milliardaires par an. On parle de milliardaires par an, dollars. Hein? Par an. Et c'est un pays dit communiste. Il y a même eu un ouvrage d'un Français, la Chine est-elle capitaliste, du fait que la production des nouveaux riches en Chine est tellement exponentielle que est-ce que la Chine n'est même pas plus capitaliste que les États-Unis? C'est parce qu'ils n'avaient rien compris au communisme, au socialisme. Le socialisme que nous défendons n'a jamais prétendu que les gens ne devraient pas être riches. Comme on voit en France, là où les anciens d'extrême droite comme les Mitterrand, qui ne comprenaient rien à la gauche, ont investi le Parti socialiste, ont commencé à dire que non, c'est le nivellement par le bas où on veut plutôt que tout le monde ait le même niveau modeste de vie. Non. Ce qui est là, c'est que les gens doivent s'enrichir. Moi, j'encourage les Camerounais à s'enrichir, à être entreprenants, à construire des gratte-ciel, des immeubles. Moi, je vois même le manque d'ambition Camerounais. Quelqu'un un emplacement comme là, il y a la caisse autonome d'amortissement. Tu fais un immeuble de 5 étages, là-bas, c'est du gâchis. À cet endroit, on devait faire des immeubles de 50 étages. Vous avez vu l'histoire que là, il a construit là, 13 milliards. Tu te demandais si c'est une cuisine ou bien c'est quoi qu'ils ont fait là-bas, etc. Là-bas, c'est un endroit où on devait faire des immeubles. Mais c'est un joyau architectural. Je commence à douter de tes goûts. Il faut peut-être que... Commence même à douter de tes goûts. Oui, ça, je vais juste... Ce n'est pas l'enrichissement qui pose problème, je termine. Oui. Ce n'est pas les valeurs, comment je peux dire, d'émergence personnelle, d'épanouissement personnel qui posent problème. Je veux que les gens s'asseyent des Rolls-Royce, qu'ils aient peut-être 8 téléphones, si ça leur chante, etc. Pourvu qu'ils créent de la richesse derrière. Mais si c'est que le problème aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un achète sa Rolls-Royce, c'est que quelque part il a prélevé l'argent qu'il devait construire un hôpital, acheter des couveuses ou bien donner de l'électricité aux gens. Oui, ça, alors, ce que je veux dire, c'est que je vais rappeler quelque chose. La Chine s'est renfermée, a mené sa révolution culturelle. Et quand elle a construit une véritable identité chinoise, elle s'est construite de l'intérieur, elle a décidé de s'extérioriser. C'est en ce moment qu'elle décide d'envoyer ses ambassadeurs partout dans le monde. Et avec des missions précises. Parce qu'il faut le dire, jusqu'à un passé très récent, même les simples restaurants chinois que vous voyez appartenaient à l'État chinois. Donc c'est pour dire que, en fait, elle s'est construite de l'intérieur d'abord et a dit, allez-y dans le monde maintenant. Et pour des raisons précises, pour le bien de la Chine. Pour le bien de la Chine, c'est pour dire que, en réalité, quand je le dis, c'est pour dire, monsieur Njoya, dire que nous reconstruisons l'identité camerounaise, que nous nous reconstruisons en tant que Camerounais, ne voudrait pas dire qu'on se ferme au reste du monde. Ça veut dire que nous définissons les nouvelles règles et les nouvelles bases de travail avec le reste du monde. Ça veut dire que quand nous envoyons nos ambassadeurs, les citoyens qui voyagent, les citoyens qui vont, ils vont avec quelque chose de précis, une idéologie propre camerounaise, qui les oblige à revenir au Cameroun et à travailler pour le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, le Cameroun est ouvert. Nous sommes partout dans le monde. Mais il y a plusieurs Camerounais qui vous disent, rentrez dans ce pays-là. Je n'y vais pas.
Vous voyez? Et pourtant, nous avons besoin de la contribution de tous les Camerounais pour construire le Cameroun. Maintenant, pourquoi la Chine a acheté énormément des titres américains comme dans tous les autres pays? Mais c'est un moyen de contrôle de l'économie de ces différents pays. Mais la Chine a d'abord sa monnaie qui est propre à elle. Et la Chine dit, j'entre dans les différentes économies parce qu'elle est dans ces économies-là pour contrôler ces économies et se rendre donc une entité aussi puissante dans le monde. C'est une politique qui est interne chinoise. Donc le Cameroun pourrait être beaucoup mieux, je pense, que peut-être la Chine, mais le Cameroun pourrait être beaucoup mieux si nous décidons, nous Camerounais, de nous construire et puis de continuer des coopérations comme nous le voulons. Et votre politique, Serge Espoir Matomba, se trouve d'ailleurs dans ce livre que je tiens entre mes mains, Debout pour une souveraineté totale, appel au peuple camerounais. On peut le retrouver où? Alors, c'est un manifeste, si vous voulez, qui est distribué. Il n'est pas commercialisable. Oh, d'accord. Donc, partout dans nos différentes permanences, vous les trouvez. Tous ceux qui en font la demande, pour certains, reçoivent, parce que c'est un livre qui est... Vous pouvez le trouver aussi dans la Fondation Afrique Avenir. Parce que c'est Afrique Avenir qui édite le livre. Oh, d'accord. Donc, il n'y a pas de version numérique. On peut le trouver en ligne. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, mais ce travail est en train d'être fait pour qu'il soit trouvé en ligne. Mais dans tous les points de distribution d'Afrique à venir, vous trouverez le manifeste et dans nos différentes permanences. Les permanences. Marie-Flore, oui, en 30 secondes, oui. Je ne sais pas pourquoi tu aimes tout me couper la parole. Non, mais je voudrais est-ce qu'il y a une personne qui parle plus que Moussa Njoya sur ce plateau? Non, toi, tu es toujours en train de m'intimider. Non, allez-y. Non, mais en 30 secondes, parce qu'il y a une dernière question pour Serge Espoir. J'ai pitié de ton gars. Hein. Donc... nous sommes en pleine émission. Nous sommes très sérieux. Non, plus sérieusement, je veux rappeler quelque chose à mon cher frère Serge Espoir Matomba. La révolution culturelle, 69, 75, 74 par là, ces 5 ans-là, c'est une catastrophe. 100 millions de morts en Chine. C'est pour cela que Mao décide de laisser le pouvoir à Chou En-lai, son premier ministre en 75, qui lance alors les 4 modernisations, qui seront prolongées maintenant par Deng Xiaoping à partir de 76. C'est là où la Chine commence à se développer. Il n'y a pas d'autre chose. Et je vais dire que ce qui va se passer, je parlais tout à l'heure des débats au comité central. Contrairement à ce que les gens pensent, la Chine faisait son bilan parce qu'il y a eu d'abord le grand bond en avant. Ils ont décidé de fondre tout pour faire les trucs. Après, ils ont ne donnait pas. On a chassé Mao. Quand Mao revient au pouvoir, parce qu'il avait dit que sans école fleurisse, que sans jardin foisonne. Et il a chassé tous les intellectuels. Il a dit les intellectuels comme les Ndjoua Moussé bavardent beaucoup. Ils nous font perdre du temps et tout. On va faire l'école de la révolution socialiste chinoise. On a chassé on a fait les écoles, on attrapait les gens, on les jugeait sur la place publique, on les tabassait, tous les intellectuels ont été envoyés dans les goulags chinois, en prison. Même Deng Xiaoping. Quand Deng Xiaoping sort maintenant de prison, parce qu'on constate l'échec de la politique culturelle de Mao, de la révolution culturelle, les Chou En-lai prennent le pouvoir et lancent les 4 modernisations. Deng a une formule qui est assez intéressante, que le chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape des souris. Pourquoi? C'était pour dire que quoi? Le radicalisme idéologique et culturel est quelque chose qui avait fait perdre du temps à la Chine, fait perdre près de 30 ans à la Chine. Et que le plus intéressant aujourd'hui, c'était que dans ces tourbillons internationaux, où vous aviez le bloc de l'Est et le bloc de gauche, on va vers les soviétiques, ils veulent eux aussi nous coloniser. On dit que non, les capitalistes sont dangereux, etc. Dans ces foisonnements-là, comment faire en sorte que la Chine tire son épingle du jeu? C'était ça le débat. C'est pour cela que Deng a dit que le chat soit gris ou blanc pourvu qu'il attrape des souris. Donc, revenir, Mao est très intéressant sur la question de la libération de la Chine vis-à-vis du Japon, la question de chasser les nationalistes racistes, les Chiang Kai-shek du pouvoir, la question de la structuration d'une société chinoise profondément sociale et démocratique, contrairement à ce que les gens pensent, c'est très intéressant. Mais à un moment donné, sous l'emprise de sa jeune épouse, suivez un peu mes regards, les gens qui épousent les filles jeunes là, qui dépassent de 40 ans, 50 ans, vers la fin,
vous entrez tous sous l'emprise de ces femmes-là. Et sa femme avait formé ce qu'on appelle la bande de 4. Voilà. C'est mon gars qui avait pris le pays en otage. Voilà. Et pourquoi ils avaient chassé les intellectuels? Et c'est ça qui avait généré tous ces drames-là. Pourquoi moi je ne veux pas suivre ton regard, Moussa Njoya? On va sortir par là, Serge Espoir Matomba. Vous avez évoqué tout à l'heure l'ouverture de la Chine, mais la question qu'Emmanuel ou Charles, encore moi, on peut se poser, est-ce que vous vous ouvrez aux autres? Je parle notamment de l'opposition, des autres partis de l'opposition. En vue d'une coalition, par exemple. Êtes-vous partant pour une coalition? Écoutez, nous discutons avec tous les partis de l'opposition. Je pense que pour vous qui avez suivi notre congrès, vous avez dû voir que presque toute l'opposition y était représentée. Ouais. C'est pour montrer que nous sommes nous échangeons sur plusieurs questions. Mais ce qu'il faut dire aux Camerounais, à l'ensemble des Camerounais, c'est qu'aujourd'hui, les échanges ne se font peut-être pas trop sur la place publique, comme c'est le souhait de plusieurs. Mais nous sommes véritablement en train de nous organiser de façon structurelle aussi pour que la 18e élection que le Cameroun vivra en 2025 ne soit plus perdue, n'est-ce pas, par ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition. Et lorsque vous discutez, est-ce que c'est pour avoir un candidat consensuel, comme le dit Hilaire Zipan, ou un candidat unique? C'est quoi l'objet, le but de vos échanges? Écoutez, nous discutons d'abord avec plusieurs sur des questions de fond. Vous savez que plusieurs vous posent sur la table la question d'une transition, d'un gouvernement transitoire, si vous voulez. Mais un gouvernement transitoire, pourquoi? Parce que certains le disent, ils disent qu'il faut refonder la nation. Il faut partir sur des nouvelles bases. C'est pour cette raison qu'ils veulent un gouvernement de 3 ans et ensuite on réorganise tout. Et pourtant, d'autres, comme nous, disons que nous devons aller directement vers la refondation. Pourquoi attendre 3 ans? Il faut présenter un projet qui soit un projet non pas définitif, mais un projet qui lui entre non seulement dans la rupture, mais apporte des solutions directes aux problèmes. Le premier, par exemple, que nous proposons, c'est la réécriture de la Constitution. Mais là encore, le débat se trouve au niveau où plusieurs disent, même si nous gagnons les élections, il faut tout de suite aller aux élections en 2026, municipales et législatives, et nous leur disons, mais non. La seule élection possible que nous pouvons convoquer en 2026 sera le référendum. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous recommençons, nous réécrivons, ou alors nous repartons sur des nouvelles bases et nous continuons à surfer sur ce qui a toujours été. Il n'y aura aucune différence à dire que nous avons réécrit la Constitution, mais nous continuons avec tout le mécanisme institutionnel tel qu'il avait été pensé, tel qu'il existe. Donc il faut forcément prioriser une élection qui sera celle du référendum pour la nouvelle Constitution et donc aller vers des nouvelles bases pour le Cameroun. Donc vous voyez, il y a ces échanges qui se font, mais il faut le dire, les questions de fond sont d'abord discutées pour qu'enfin nous puissions avoir, non pas peut-être une candidature unique, parce que là encore, il ne faut pas ignorer que même dans l'opposition, il y a plusieurs intrusions et autres, mais une candidature forte qui puisse représenter valablement les intérêts, n'est-ce pas, des Camerounais et du Cameroun. Sacré matin. Bon bagaille.